Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Marie-Geoffrey Roustide. Je suis ravie de vous accueillir avec toute notre équipe et en particulier pour l'introduction avec ma collègue Karine Bertrand à cette nouvelle série de webinaires. Donc, ces webinaires s'intitulent Drogue, politique et savoir croisés. Il s'agit d'une série de webinaires que nous avons conçus avec différentes associations et différents acteurs en France et au Québec, avec l'IUD, l'AGID, le CRISM, l'AIDQ, Profane, AC Sud pour le Québec, et avec le programme D3S, EHESS, IRESP, la Fédération Addiction et à Sud pour la France. Donc, l'idée de ces webinaires, en fait, s'inscrit dans une initiative que nous avions mis en place avec le programme D3S avec des collègues américains sur la question de la guerre à la drogue. Et en fait, il nous semblait important, avec Karine, de pouvoir proposer ce type de webinaire également en langue française. Donc, nous avons regroupé un ensemble d'acteurs associatifs, incluant des personnes avec un savoir d'expérience, des professionnels de terrain et également des chercheurs académiques. Et en fait, suite à un certain nombre de concertations, nous avons mis en place ces webinaires, donc des concertations extrêmement riches qui nous ont amenés à choisir comme thématique aujourd'hui les expériences de stigmatisation des personnes utilisatrices de drogue. Donc, l'objectif de ces webinaires est de mettre au premier plan la parole des personnes qui détiennent un savoir expérientiel et de mobiliser des expertises d'intervention et des expertises scientifiques afin de contribuer à l'amélioration des politiques et à la réduction des inégalités sociales. Donc, ces webinaires sont une production collective. Donc, un certain nombre d'entre nous donc vont prendre la parole aujourd'hui, mais il y a aussi des personnes qui ont œuvré dans l'ombre à la mise en place de ces séminaires et qui sont avec nous aujourd'hui. Je pense en particulier à Geneviève, à Jean-Philippe qui vont nous aider pour les aspects techniques et également à Thomas Egg, qui a été vraiment la cheville ouvrière de la mise en place de cette série de webinaires. Donc, je vais maintenant passer la parole à ma collègue Karine Bertrand, qui va poursuivre cette introduction. Merci beaucoup, Marie. Alors, Marie-Geoffrey Roustide, qui est chercheure à l'INSERM, je suis très heureuse d'avoir pu réfléchir à différents projets de collaboration avec nos partenaires des deux côtés de l'océan. Moi, c'est Karine Bertrand, je suis directrice scientifique de l'Institut universitaire sur les dépendances, également à la chaire de recherche sur le genre et l'intervention en dépendance. Puis on a pu relier différentes infrastructures de recherche et partenaires terrain, comme vient de le souligner Marie. Et puis, l'idée aussi, c'est une amorce aujourd'hui, un premier webinaire. On veut en faire environ 3 en cours d'année. Et puis, ce qui est important aussi, c'est qu'on a on a Kwamba et on a aussi Akemisum, qui sont d'autres ouvriers, comme dit Marie, qui vont prendre des notes parce qu'on souhaite développer également une synthèse vulgarisée des principaux constats, puis pouvoir contribuer à influencer tantôt les politiques, tantôt les services. Donc, on va pouvoir produire une note politique à partir des échanges, à partir des propos des panélistes. Donc, c'est très important pour nous de tirer apprentissage et puis de contribuer à influencer le tout grâce à ces événements. Alors, sans plus tarder, je souhaite remercier Guillaume Tremblay et présenter Guillaume Tremblay qui va assurer l'animation de ce webinaire. Guillaume Tremblay est une personne avec savoir expérientiel qui est coordonnateur aussi d'un programme qui s'appelle Profane 2.0. Et puis, je le remercie chaleureusement d'avoir accepté d'animer ce webinaire. Je te passe la parole, Guillaume. D'accord, merci Karine, merci Marie. Merci à toutes et tous d'être présents. Je vois qu'on est quand même beaucoup, là, 140 personnes environ. Moi, mon rôle aujourd'hui, ça va être vraiment de faciliter les échanges. Ce webinaire se veut vraiment un espace de parole, donc un espace d'échange et de partage sur les réalités vécues des personnes utilisatrices de substances, mais aussi des personnes concernées par le bien-être des personnes utilisatrices de substances.
Donc, tu sais, aujourd'hui, en fait, là, je vais faire attention là, de ne pas trop utiliser des expressions québécoises, de garder un français plus international, ce qui n'est pas nécessairement chose aisée. La table ronde aujourd'hui va porter, comme l'a dit Marie, sur la stigmatisation des personnes utilisatrices de substances, de drogue. Donc, une table ronde composée de 4 panélistes. Table ronde qui va durer environ une cinquantaine, soixantaine de minutes et qui va s'en suivre d'une période de questions et d'échanges avec l'ensemble des personnes participantes au webinaire. Donc, on va vous inviter là, dans la deuxième partie à participer activement aux échanges, mais aussi à poser toutes les questions que vous aurez en tête là, suite au partage et aux différentes interventions de nos panélistes. Donc, quelques consignes de participation avant de commencer. Le webinaire est enregistré. Le but de cet enregistrement, c'est qu'on veut s'en servir pour le rediffuser sur Internet afin de servir d'outil de sensibilisation et de plaidoyer pour influencer les pratiques et les politiques. Donc, il y a vraiment un aspect très, très concret d'utilisation de ce webinaire-là. Donc, outre d'être un espace de parole pour connaître les réalités des personnes, c'est aussi un outil de sensibilisation et de plaidoyer. Nous souhaitons que le webinaire soit aussi interactif. Donc, les membres du public, je l'ai dit un petit peu plus tôt, puissent utiliser l'onglet discussion chat pour transmettre vos questions tout le long du webinaire. Mais surtout pendant la période de questions, de lever la main et de prendre la parole. Donc, on va vous inviter à prendre la parole à ce moment-là. Vous aurez le choix, là, prendre la parole non pas à micro fermé, parce que prendre la parole, vous n'avez pas le choix d'ouvrir votre micro, mais vous pourrez décider de fermer ou non votre caméra à votre guise, à votre choix. Avant de faire la transition vers la table ronde, j'aimerais faire aussi une petite mise en garde, en fait. Je ne sais pas si c'est vraiment le bon terme que je devais employer pour ça, mais de nommer une chose, c'est que le sujet d'aujourd'hui est chargé émotionnellement. Je suis une personne utilisatrice qui a fait l'utilisation de substances pendant plusieurs années. Donc, je suis habité par une charge émotionnelle liée à ça, notamment lorsqu'il est question de stigmatisation. Je pense que ça doit l'être tout autant pour les panélistes qui participent aujourd'hui à la table ronde. Donc, ce sujet chargé émotionnellement-là fait en sorte qu'on se donne le droit. On se donne le droit de parfois bafouiller. On se donne le droit de ne pas répondre à certaines questions. On se donne le droit d'hésiter. On se donne le droit de moment de silence et on se donne le droit de cesser de parler au besoin. Donc, voilà, c'est dit. Maintenant, sans plus tarder, je voudrais faire la présentation de nos panélistes. Donc, du Québec, on a avec nous Janine Foisy. Janine Foisy travaille à l'Association des intervenants en dépendance du Québec dans un projet sur la valorisation du savoir expérientiel. Nous avons avec nous également Joe. Joe est père aidant au projet PAVO dans la région de Lanaudière, plus précisément dans la ville de Joliette. Nous avons également avec nous de France Anaïs Dehaye, qui est intervenante au site de consommation supervisée de Paris, qui anciennement s'appelait Gaïa. Là, maintenant, ça a changé pour un autre terme. Là, tout à l'heure, Anaïs pourra nous préciser là, le terme. L'acronyme, c'est HSA. Et Anthony Casalis, qui est psychiatre addictologue dans un XAPA, le XAPA à la source, qui est piloté, en fait, géré par l'association Caminante dans la ville de Bordeaux. Donc, merci à vous quatre d'être présents aujourd'hui et d'amener votre expertise à cette table. Donc, dans un premier temps, je commencerai avec une question, en fait, une question fort simple, mais aux multiples ramifications, aux multiples dimensions. Donc, comment la stigmatisation des personnes utilisatrices de drogue se manifeste concrètement? Donc,
dans différentes formes, mais aussi auprès de quelle population, etc., etc. Donc, je vous donne la parole à tour de rôle. On va faire un premier tour de table avec un 5 à 7 minutes par personne. Puis je vais commencer avec toi, Janine. Comment toi, d'ailleurs, oui, avant de commencer, Janine, désolé. Je suis québécois, donc je tutoie beaucoup. C'est pas mal dans nos pratiques ici au Québec. Je sais qu'en France, il y a beaucoup de vouvoiement, mais on s'est entendu dans une rencontre préparatoire qu'on allait se tutoyer dans cette table ronde. Donc voilà, Janine, toi, comment tu vois ça, la stigmatisation, mais surtout comment tu vois ces manifestations là, concrètement selon ton expérience, puis selon ce que tu as observé là, au fil des années? Ben ici au Québec, évidemment, quand on parle de toxicomanie ou de dépendance, la population se permet de nous juger, de nous stigmatiser. C'est facile. Moi, je l'ai vécu, j'étais itinérante opiumane, donc je l'ai vécu depuis toujours, depuis que j'ai commencé à consommer. Mais je te dirais où est-ce que ça m'a fait le plus mal, c'était quand j'avais besoin de soins à l'hôpital. J'avais tellement peur du jugement, de la stigmatisation que j'attendais à la dernière minute. Moi, je connais pas ça, attendre à l'urgence. Quand je rentre à l'urgence, c'est direct la salle en arrière, hospitalisée, 4e étage, parce que mon cas est lourd. Les médecins me disent pourquoi t'attends? Ben, on n'aime pas ça se faire stigmatiser. On reçoit, en tant que junkie, on reçoit de mauvais traitements. On est jugé. La population, médecins, infirmières, sont pas bien formés à nous accueillir. Juste l'accueil sans jugement, ça leur aurait tout changé. Ouais. Maintenant, ça fait 6 ans, 7 ans que je consomme plus. Puis j'ai dû aller à l'hôpital l'année dernière et j'ai dû repasser par là parce que j'ai les bras, les cuisses zébrées. Donc, Ouais. j'ai l'étiquette, là. Je pense toute ma vie, je vais la porter. Je trouve ça pénible parce que les conséquences à ces jugements-là, puis à la stigmatisation, elle est grande. Sur mon estime personnelle, je suis quelqu'un qui travaillait temps plein et après cette hospitalisation-là, j'ai dû arrêter de travailler 3 mois pour me remettre de ces jugements-là. C'est dur. Mhm. Là, ça me dérange pas d'en parler, même si je bredouille puis que j'ai un peu, vous sentez que c'est un sujet sensible pour moi. J'aimerais ça que ce soit, que les gens dans les milieux hospitaliers soient mieux formés. Euh, c'est difficile. Quand on porte, c'est écrit sur moi la vie que j'ai vécue. Je peux pas l'enlever. C'est des tatouages à vie, là. Pour moi, c'est ces tatouages-là, j'en ai pas honte hein, parce qu'ils sont derrière moi. Ça me dit tous les jours où je ne veux plus aller. Euh, les nouveaux médecins, avec les gens que je travaille en recherche, il y a des gens qui mettent des professeurs qui mettent des choses en place justement pour changer les choses pour les nouveaux médecins, nouveaux infirmiers, infirmières, mais ceux qui sont déjà en place, qui sont occupés, comment on peut changer ça? Comment on peut aller les rejoindre pour que ça change? Je pense à tous mes amis, ceux qui consomment encore, qui ont peur d'aller à l'hôpital. Ouais. Il y en a qui sont morts dans la rue parce que trop peur d'être jugés. Et ben, c'est ça, ils ont trop attendu, ils sont décédés. Donc, les répercussions sont là. Je les Sont, vois. sont Mm. graves, les répercussions. Là, Oui, oui, c'est ça. Ouais, puis tu disais que c'est chargé émotionnellement, je comprends. Tu sais, c'est quand même quelque chose qui affecte directement la dignité humaine, quelque part, non? Oui, oui. On se sent comme des moins que rien. Tu sais, surtout la dernière hospitalisation, ça faisait déjà 4 ans que j'avais arrêté de consommer puis que c'était derrière moi. Puis ils m'ont replongé dans mon enfer. Donc, oui, la dignité humaine, je me suis pas senti quelqu'un qui avait une valeur.
Hmm. Mhm. Ouais. Puis ça refait surface malgré toi, en fait. Ça te, en fait, on te rappelle ces aspects-là. Oui. Donc, peut-être un peu de sensibilité, là, ou de sensibilisation dans ces milieux-là. Mhm. Oui. Donc, Sinon, je dirais la stigmatisation. Tu sais, les gens, je l'ai dit au départ, là, la population qui se permet de nous juger, c'est facile parce qu'on est dans la rue, parce que les gens nous voient du matin au soir, on est dans la rue en train de quêter, faire du squeegee ou, je m'excuse, j'ai mon petit chien qui lit derrière moi. Je sais pas si vous ouais. l'entendez, voilà. Euh, c'est difficile de vivre ça tous les jours. Tu sais, déjà, on n'est pas outillé dans la vie. Si on a commencé à consommer, c'est parce qu'on a vécu des problématiques. Moi, je connais personne qui a commencé à consommer puis qui se rend jusqu'à l'itinérance par pur plaisir ou parce qu'il le voulait. C'est pas un choix, c'est par manque de choix qu'on s'est rendu là. Donc, quand on se fait hospitaliser, puis descendre, puis écraser, Mhm. ben, c'est ça, ça fait mal. Ça fait très mal. La dignité, tout le monde a droit de la dignité. Même nos animaux ont droit de la dignité. Tout à fait. Pourquoi nous, en tant qu'humains, on n'est pas capable de se le donner? Ouais. Donc, c'est quand même fort, qu'est-ce que, tu sais, le mot que tu as utilisé, là, écrasé, là, tout le poids, le fardeau, le fardeau lié à expliquer que c'est pas un choix, le fardeau lié à expliquer le pourquoi de la consommation, le pourquoi de la situation, finalement. Mhm. En plus de tous les problèmes qu'on vit en même temps. Mhm. Mhm. Merci, Janine. Merci, Janine, pour ce partage-là. Je sais que c'est pas facile, puis ça, quand même, c'est tout à ton honneur de pouvoir le faire dans des espaces de parole, puis je pense que ça peut aider plusieurs à comprendre aussi les réalités, là, vécues par les personnes utilisatrices de drogue. Euh, Maintenant, toi, Joe, de ton côté, suite à ce que Janine vient de partager, mais aussi par rapport à la question là, euh, des manifestations, de la stigmatisation, qu'est-ce que tu amènerais, toi, comme idée? Qu'est-ce que tu mettrais de l'avant comme idée? Ouais? Juste avant de commencer, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. J'ai fait une petite recherche parce que j'étais curieux, stigmatisation, l'origine en latin, puis l'origine en latin est stigma ou stigmatis. Mhm, Je vais juste apporter cette petite parenthèse-là. Sinon, moi, au niveau de mon expérience avec la stigmatisation, j'ai un événement qui me revient tout le temps en tête qui s'est passé il y a quelques mois à Montréal. Je vais taire le nom de l'hôpital par respect, mais c'était dans un hôpital. Et je sors dehors, fume une cigarette et je constate qu'il y a des consommateurs par injection qui sont là. Un peu plus tard, je retrouve un sac réutilisable avec des seringues neuves dedans. Mais je me dis, par souci de risque et tout ça, que je vais les rentrer à l'intérieur et les donner à la sécurité. mhm, Donc, je rentre à l'intérieur, j'arrive pour aller voir l'agent de sécurité et je lui explique que j'ai trouvé un sac avec des seringues et tout ça et que je veux les disposer de manière sécuritaire là, dans des bacs à biorisque. Et il me dit que des bacs à biorisque, ça n'existe pas dans les hôpitaux, ce qui est complètement ridicule, là. Et que je dois immédiatement sortir avec ça, sinon je vais être expulsé de l'hôpital et il n'y a pas des propos très respectueux envers ma personne, alors que moi, je me présente comme père aidant et non mhm. comme consommateur par injection. Et même Ouais, si je serais consommateur par injection, ce ne serait pas supposé de rien changer. ben non, Donc effectivement. là, je le vois commencer à reparler avec sa collègue. Fait que je lui demande une feuille de plainte. Il me dit qu'il est occupé, qu'il est en discussion importante, alors que je l'entends parler de sa fin de semaine puis de recettes de cuisine. Mhm, Là, je me choque un petit peu contre lui et l'infirmière sort en me disant de me calmer, sinon je vais être expulsé. Donc, je me calme, parce que je veux quand même recevoir les soins que j'ai besoin. Et j'entends l'agent de sécurité utiliser un propos qui m'a fait lever les poils de ses bras. C'est
Ah, moi, les junkies, pas capable. Ouais. Honnêtement, là, je pense que si j'aurais pu, j'aurais sauté dans le vent. C'est pas la bonne solution, là. C'est pour ça que je l'ai pas fait. Mais c'est tellement venu me chercher, là. Puis pourtant, c'est pas moi qui suis centralisé, mais c'est pour les autres. Ouais. C'est pour les consommateurs par injection que je me sentais interpellé de défendre leur droit d'être des humains pareils, même s'ils s'injectent, là. Fait que ça se manifeste là, ça se manifeste aussi dans les médias, où on a toujours besoin de mettre l'accent sur la personne consommait des drogues Ouais. ou la personne était sous influence de drogue. C'est à chaque fois qu'il y a un crime commis et que la personne est un consommateur, il faut qu'on mette l'accent là-dessus. Puis que moi, pour moi, ça fait passer les gens pour tous les consommateurs sont des criminels, puis sont des tout croches, puis tout ça, tu sais. Mhm. Sinon, la stigmatisation est aussi au niveau de mes tatouages. J'ai quelques tatous sur le corps et je me souviens d'une journée, j'attends l'autobus. Puis j'ai de la difficulté à me déplacer, donc j'ai une canne. Et je m'en viens pour m'asseoir sur un banc. Puis un de mes amis me dit Hey, qu'est-ce que tu fais là? L'autobus arrive, je dis Gars, je suis capable, je m'en vais m'asseoir 2 minutes. Je m'en vais m'asseoir, puis je m'assieds à côté d'une madame. Oui, j'ai des tatouages. Oui, j'ai peut-être pas l'air de la personne la plus sage, mais j'ai jamais eu l'intention de voler sa sacoche. Je la vois se lever, pogner sa sacoche, se rasseoir, puis tenir sa sacoche de même quasiment. Ben, à force de voir des choses comme ça, ben, je me dis, crime, je suis aussi bien de partir avec sa sacoche, tant qu'à me faire juger. Tu sais, c'est un peu extrême, qu'est-ce que je dis, mais tant qu'à me faire juger, me faire juger pour de quoi, là? Tu sais, j'ai même pas rien fait, j'ai même pas Mhm. agi, puis déjà, je me fais pointer du doigt, là. C'est juste l'apparence, là. Ouais, juste l'apparence, tu sais. Puis sinon, moi, je crois que ça vient surtout d'un manque d'éducation, d'un manque d'information. Puis la drogue a tellement été démonisée, si je peux utiliser le terme. Mhm. C'était la pire affaire qui existait sur la Terre, ça détruisait des vies. Pour certaines personnes de mon expérience personnelle, et c'est mon avis très personnel, j'ai vu des personnes que ça l'a aidé plus que ça l'a nuit, honnêtement. Ouais. Je me souviens je pense que c'était la femme de Ronald Reagan, président des États-Unis, ancien président des États-Unis, qui, son fameux discours Say no to drug. Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est vraiment, je pense que ça vient d'un manque d'information puis un manque de culture générale. Euh, tu Manque sais, d'infos. Ouais, vas-y, Joe. Désolé. est-ce que je cherche un peu mes mots, mais c'est pas grave. Non, mais c'est correct. Je comprends ça. C'est ça, c'est surtout dans ces milieux-là que je vois il y a de la stigmatisation, mais c'est sûr que moi, je m'intéresse plus au milieu de la toxicomanie puis de l'itinérance que Mhm. d'autres milieux, mais je sais qu'il y en a aussi dans d'autres milieux, là, de la stigmatisation, là. Fait que vraiment, tu sais, l'image qu'on renvoie à des personnes utilisatrices de drogue dans nos milieux, mais dans nos milieux, dans les médias, mais aussi dans nos milieux de soins, mais nos institutions. Donc, c'est assez généralisé, là, une image qui dépeint les personnes comme dangereuses, criminelles. On doit Oh, s'en méfier, on doit en avoir peur, une certaine peur là, de ces ouais, personnes-là, des mettre à l'écart. ouais, en effet. Tu sais, c'est ça. Comme je disais tantôt, ça se manifeste dans plusieurs milieux. Mais j'ai remarqué que beaucoup en toxicomanie, il y en a, tu sais, c'est un junkie, c'est un crackhead, les astis de croquettes, tu sais, Ouais. puis pourtant, souvent, les gens demandent juste à se faire accepter puis à être traités comme des êtres humains, là, puis peut-être que la personne s'isolerait moins, puis serait peut-être moins dans une déchéance si elle était acceptée plutôt que jugée, là. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que ça l'aide pas. Ouais.
Tu sais, moi, tout ce que ça me je fais juger toute ma vie, fait que tout ce que ça m'a donné, c'est le goût de faire, ben, c'est ouais, vous voulez me juger, ben, vous allez me juger pour de quoi? Tu sais, c'est sûr que au niveau de la terminologie aussi, ça là, tu sais, il y a l'image, la terminologie, le choix des mots est aussi assez empreint tu sais, ça donne une direction à la manière de percevoir les personnes. Je sais qu'Anaïs, toi, dans le cadre de tu sais, on avait brièvement parlé, mais c'est quelque chose en fait Oui, qui vient te rejoindre, cet aspect-là, non? comment? C'est quelque chose qui venait de rejoindre la terminologie qu'on emploie auprès des personnes, Oui, tu sais, qu'on est exactement. Enfin, j'essaye vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il y a vraiment diverses stigmatisations. On va avoir la stigmatisation qu'on retrouve dans nos locaux, dans les structures. Mhm. On va avoir la stigmatisation qu'on retrouve dans la société. Et on va avoir la stigmatisation, l'auto-stigmatisation. Oui. Et du coup, dans nos structures, le fait d'appeler toujours les personnes qui viennent dans nos structures des UD, usagers de drogue, Ouais. euh, les personnes finissent par un peu s'auto-stigmatiser en tant que je suis un usager de drogue, point barre. Il n'y a pas autre chose. Elle ne se voit pas en tant que personne qui a plein de facettes, mais elle se voit en tant qu'usagère de drogue et rien de plus. Et l'importance des mots est vraiment primordiale Mhm. parce que on renvoie à la personne ce qu'elle est. Et moi, quand je dis usagers, ce sont les usagers de la structure, comme on est usager du métro, comme on Mhm. est usager des transports. Euh, mais quand les collègues, je fais un peu la chasse à ça, quand les collègues parlent entre eux devant des usagers et disent ah oui, il faudra pas oublier, on a la réunion des usagers de drogue. Bah, c'est pas possible en fait. On ne peut pas réduire la personne juste à une pratique. Il faut que et l'importance, d'où l'importance de faire attention à ce qu'on dit, à comment on l'emploie en fait. Mhm. Et parce que à la fin, ça a forcément un impact sur la stigmatisation de la personne en fait, parce qu'elle s'auto-stigmatise en n'osant plus, par exemple, justement, aller à l'hôpital parce que ah, je vais encore me faire renvoyer, ils vont encore voir que je suis un consommateur de drogue, ça va pas, je vais pas pouvoir y aller. En certains XAPA aussi Mhm. ont des comment dire, ils vont accepter certaines personnes mais pas d'autres. Et on se rend compte que ça va être aussi beaucoup à l'apparence. Mhm. Une personne qui est restée très longtemps dehors, qui sent peut-être pas très bon, bah, ce genre de personnes-là, on les retrouve toutes dans un même XAPA. Et d'autres personnes un peu plus insérées, un peu plus dans la vie de tous les jours, on les retrouve dans un autre. Mhm. Donc même dans nos structures liées à l'addiction, il y a ce genre de stigmatisation. Et c'est vraiment tout un travail sociétal et structurel à mettre en œuvre pour essayer bah, de pas stigmatiser les personnes qui le sont déjà tous les jours de leur vie. J'ai dû accompagner une personne acheter des yaourts parce que les vigiles ne le laissaient pas rentrer dans le magasin. Mhm. Il a pu acheter ses yaourts parce qu'il venait accompagné d'un éducateur. Ah, voilà, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, dans des moments vraiment anodins où les personnes vont subir de la stigmatisation. Donc, on crée d'une certaine manière une certaine. Ben, on infante. Bon, ouais, en fait, qu'est-ce que je voulais dire là-dedans? C'est que, outre d'invisibiliser, en fait, on donne une image euh, fausse de la réalité
ce qui amène à créer pour ces personnes-là des difficultés diverses quand il arrive la, la- la- leur, tu sais, pour répondre à leurs propres besoins, finalement, tu sais, pour être autonome, finalement. Exactement. Et là, je trouve ça vraiment dommage de devoir accompagner. Je le fais avec grand plaisir, il n'y a aucun problème, mais je trouve ça dommage de devoir accompagner des personnes à l'hôpital parce que sinon ils ne seront pas pris au sérieux. Ils vont être pris pour oh c'est encore des junkies, on verra ça plus tard. Je trouve ça dommage. C'est vraiment la personne n'est jamais elle est toujours obligée d'être accompagnée de quelqu'un alors qu'on parle de personnes adultes. Ce sont plus des enfants. Et ça infantilise vraiment la personne dans ce qu'elle est, en fait. Ça l'infantilise et ça la ramène juste au fait qu'elle consomme de la drogue. Pas qu'elle est un patient qui a une douleur, pas qu'elle est un client qui vient profiter, qui vient faire ses courses. Elle est juste un toxicomane ou un junkie, rien d'autre. C'est ça. Toutes les autres dimensions de la personne sont éclipsées là, par cet aspect-là Exactement, qui est au premier plan. tout à fait. Merci Anaïs. Merci. Merci à toi pour avoir mis en lumière cette manifestation-là qui est l'autostigmatisation, mais aussi qui va tu sais, plus profondément dans la, tu sais, encore une fois, dans l'atteinte de la dignité de la personne, tu sais, qui devient un peu le fil directeur là, de notre conversation d'aujourd'hui. Mais toi, Anthony, de ton côté, toi, tu as une posture un peu différente là aussi, en étant un peu quand tu entends Janine parler de qu'est-ce qu'a son expérience vécue là, du milieu de soins, est-ce que ça a une résonance de ton côté en France aussi, là? Qu'est-ce qu'elle elle a vécu au Québec? Oui, tout à fait. Ça résonne beaucoup puisque ça a été un peu l'origine de mon travail de fin d'études, de thèse, puisque moi, j'avais eu euh, sur le côté pratique, dans mes premiers stages d'interne, l'occasion en tout cas, de percevoir qu'il y avait une différence dans l'accompagnement. J'étais à l'époque dans une structure qui accueillait les personnes avec des dépressions, des troubles de l'humeur, des troubles bipolaires, et Mhm. des personnes aussi qui avaient des addictions. Et je constatais que dans l'équipe soignante, médicale, voilà, on percevait, on accompagnait ces personnes d'une manière différente. Mais je ne savais pas dire à l'époque si c'était ma propre sensibilité qui me faisait voir, euh, voilà, sous cet angle-là les choses, ou si véritablement il existait une stigmatisation. Alors c'est pour ça que j'ai souhaité avec le professeur Ariacombe, qui est professeur d'addictologie à Bordeaux, travailler sur ce sujet. Voilà, pour voir si en effet c'était présent, repris dans la littérature. Alors, ça a fait donc l'objet d'une thèse. Je vais pas tout vous détailler, mais finalement, ce que je peux dire, c'est que de ce constat clinique qu'on fait finalement un petit peu chacun, dans la littérature a fait le même constat. Nous, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'il y avait, en termes de proportion, alors les études ont leurs limites, mais disons entre 20 et jusqu'à 50% des professionnels dans les études qu'on a retrouvées qui pouvaient développer une attitude stigmatisante, donc, c'est-à-dire soit des représentations négatives, soit des attitudes négatives directement auprès des personnes avec addiction. Mhm. C'est-à-dire que les premières représentations étaient surtout issues, je pense, de la stigmatisation sociale, donc dont Ouais. parlait Anaïs, hein. C'est-à-dire perçue comme manipulatrice, pas motivée, agressive, et j'en passe. Un peu Euh, qu'est-ce que Joe disait. Désolé, Anthony, un peu qu'est-ce que Joe exactement. disait. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Il pouvait aussi percevoir l'addiction, stigmatiser aussi l'addiction dans le sens où ce serait pas véritablement une pathologie au même titre que les autres, mais finalement plutôt un problème de caractère, une faiblesse, et puis surtout une responsabilité liée à la personne, hein. Ce que disait Janine, j'y reviendrai peut-être, mais quand Ouais. tu disais c'est pas un choix, mais en fait c'est plutôt un manque de choix, eh Ouais. bien c'était plutôt perçu dans les études que j'ai pu récolter comme justement finalement le choix que ferait la personne. Mhm. Et il y avait également une attitude négative, un regard négatif sur la prise en charge, sur l'accompagnement plutôt, qui était perçu, pouvant être perçu en tout cas comme décourageant, insatisfaisant de par les professionnels de santé. Alors, ce qu'on a pu percevoir, c'est que
clairement, l'addiction est un trouble qui est plus stigmatisé, davantage stigmatisé que les autres troubles, qu'ils soient physiques ou psychiatriques. Hein, même par rapport à des dépressions, des traumas, des troubles de l'humeur. Mhm. Voilà, on retrouvait constamment que l'addiction souffrait d'un regard beaucoup plus négatif, comme d'autres troubles également physiques, hein, comme du diabète, comme de l'asthme. En tout cas, c'était systématiquement repris de manière plus négative. En termes d'objets d'usage, on pouvait voir qu'il y avait en effet un regard beaucoup plus négatif quand même sur l'alcool et les substances, les drogues, euh, qui étaient davantage stigmatisés. Et d'un autre côté, même si c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui, on a tout étudié comme substance, notamment le tabac. Et le tabac pouvait être stigmatisé, mais dans un sens où on s'y attendait pas, c'est-à-dire que on ne prenait pas en charge. Mhm. C'est-à-dire qu'on considérait que finalement c'était soit aidant pour la personne, soit que finalement c'était pas un véritable sujet. Voilà, parce Ouais. que moins grave. Moins En grave. tout cas, Moins d'effets délétères sur tout à fait. la société, peut-être, ou même Oui, encore là, c'est ça. c'est Oui, questionnable, ça. tout à fait. En tout cas, moins peut-être de conséquences apparentes sur la société. Et donc, Ouais. on prenait pas finalement au sérieux. C'était plutôt banalisé. Donc, c'était une autre forme de stigmatisation. En Mhm. tout cas, ce qui revenait aussi, c'est que les personnes avec des addictions qui étaient en rechute par rapport à des personnes qui étaient en rémission étaient là encore davantage stigmatisées. Voilà. Ouais. Et je finirai peut-être en reprenant ce que Joe a débuté quand tu parlais en fait de l'origine du mot stigmatisation. Moi, j'avais fait aussi quelques recherches et Mhm. vous parliez des marques qui restent sur le corps. Et bien, en fait, le stigmate, dans l'Antiquité, c'était une marque qu'on imposait aux soldats, une marque Ouais. au fer rouge, donc qui restait un peu toute la vie. Et ce dont vous parlez, finalement, ce dont on parle tous, c'est justement cette étiquette, comme tu disais aussi, Janine, qui persiste avec le temps. En tout cas, d'un point de vue de l'autre côté, de l'envers du décor, j'allais dire, euh, ce que je peux dire, c'est que ce que j'avais perçu et ce qu'on a tous perçu était aussi repris par la littérature. Voilà, c'est pas juste une manière de voir les choses, c'est quand même quelque chose qui existe et contre lequel il faut pouvoir lutter comme on le fait aujourd'hui. Ouais, cet aspect de catégorisation des gens, des mettre dans des cases ou de les reléguer à un rôle précis, à un statut dans la société, mais sans possibilité de changement, un peu comme Janine le disait, de dire, moi, j'ai le fardeau d'expliquer que je suis ailleurs malgré les marques sur mon corps, là, ça va loin quand même, là, de dire, écoutez, vous voyez ça, mais c'est quelque chose du passé, c'est pas actuel. C'est quand même fort. Tu sais, l'aspect aussi fautif là, que tu amènes, Anthony, quelque part, là, on est fautif d'être ce qu'on est. C'est quand même assez puissant là, comme constat. Euh, L'aspect systématique de la stigmatisation là, dans nos milieux de soins, même si peut-être même, en tout cas, j'avance même systémique là, dans certains égards. Donc, va pouvoir, puis comme tu disais bien, Anthony, tu disais, ben, il faut continuer à lutter, à contrer cette stigmatisation dans nos milieux, notamment dans nos institutions, milieux de soins. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu nous donnerais comme piste de solution ou piste d'action possible, là, peut-être au-delà de certaines solutions, si, et de façon idéaliste ou pas, là, à ta guise, mais je te laisse aller là-dessus. Là. J'ai fort probablement que tu as beaucoup pensé à ça. Ouais, tout à fait. Alors, euh, moi, ce que je me suis dit, et puis ce que j'ai retrouvé aussi dans les études, donc il y a eu des études dans la littérature qui cherchaient à savoir un peu comment on pouvait réduire justement ce stigma chez les personnes avec addiction, et comment les professionnels de santé, les nouveaux médecins, les autres professionnels pouvaient développer une attitude plus positive. Mhm. Ce qui ressort souvent, c'est mieux comprendre, en fait, être mieux formé. Et moi, ce Ouais. qui me paraît vraiment important, c'est pouvoir changer de regard sur le concept d'addiction. Hein. Comme on le disait, ce qui revient souvent, c'est que on laisse entendre, et la société aussi développe cette idée que finalement, c'est un choix, c'est peut-être un mauvais choix, mais c'est finalement un choix, et donc ils en sont responsables, et donc, en gros, ils peuvent se débrouiller avec le choix qu'ils ont fait, tant pis pour eux. Voilà. Mhm. Alors que le professeur Réacombe prend souvent ce parallèle-là, on ne dirait jamais ça d'un patient qui a un diabète ou qui a de Non. l'asthme.
Voilà. Non. Malheureusement, il s'est passé des choses qui ont fait qu'il a développé cette pathologie chronique. Par contre, c'est pas parce qu'il fait une crise d'asthme qu'on va lui dire, bah, écoutez, débrouillez-vous tout seul, quoi. Hein. Ouais. À vous de réguler les choses de votre côté, quoi. C'est votre responsabilité. Alors là, vraiment, je crois que l'idée, c'est de pouvoir transmettre aux soignants, quels qu'ils soient, et peut-être même à une catégorie un peu plus élargie que le monde des soignants, mais cette idée que voilà, l'addiction, c'est une pathologie chronique, on n'en est pas coupable, on n'en est pas responsable, par contre, on a besoin de soutien, comme pour toute pathologie, en fait, hein, pour laquelle on aurait besoin de soutien. Donc, ce serait vraiment expliquer ce nouveau modèle, voilà, de passer d'un modèle plutôt moral, on va dire, c'est bien Ouais. ou c'est pas bien. En fait, c'est pas notre question, mais un modèle plutôt, alors je dirais médical, mais de pathologie peut-être chronique, disant que voilà, ben, il y a des symptômes et il y a besoin de soutien, qu'il soit médical, qu'il soit social, qu'il soit psychologique, à divers égards, voilà, euh, Mhm. changer ce regard-là, d'une part. Et puis, il y a des études qui ont montré l'intérêt aussi de former les professionnels sur l'impact que pouvait avoir la stigmatisation sur les personnes qui sont censées être soignées. Voilà. L'idée, c'est que euh, il y avait des modules qui étaient créés, je pense à une étude là de 2019, où en fait les nouveaux professionnels, c'était sur des patients qui avaient des problèmes liés à l'usage d'opioïdes. Ouais. Donc ce qui se passait, c'est qu'ils bénéficiaient de plusieurs choses. Donc d'une part de l'impact du stigma sur les personnes qu'ils pouvaient recevoir, notamment l'autostigmatisation, le fait de ne plus aller vers le soin, de s'isoler. Également des témoignages en fait de personnes qui étaient en rémission, de leur famille, aussi du parcours qu'ils ont dû avoir au niveau des institutions médicales, hein, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Ce qui était intéressant de voir, c'est que ça a développé une meilleure attitude chez les professionnels qui avaient bénéficié de cette formation. Et ce qui était d'autant plus intéressant, c'est que 6 mois après, quand ils étaient réévalués au niveau de leur attitude, cette amélioration se maintenait, ce qui n'est pas toujours le cas. Mhm. Et donc, c'était une piste intéressante. En tout cas, je crois que ce qui fonctionne et ce que disent les études aussi, c'est comment dire, des formations un peu combinées où on laisse la place aussi, voilà, au savoir expérientiel. Voilà, Mhm. combiné aussi au savoir, je dirais, scientifique, médical, mais une combinaison, voilà, de ces aspects peut aider à modifier le regard sur l'addiction et sur les personnes qui en souffrent. Donc, la façon de voir, la façon de penser, mais au-delà de ça, puis de toute façon, ça prend ce premier jalon-là pour avoir un changement dans nos pratiques et dans nos approches là, dans nos Tout milieux. à fait. Merci, Anthony, pour une solution qui est quand même fort simple à mettre en œuvre, là. C'est quand même pas trop coûteux et quand même assez facile à disséminer là, via différents médias maintenant, là. On a différents médiums maintenant qu'on peut utiliser pour ce genre de choses. Donc, merci, Anthony. C'est quelque chose de concret, facile à mettre en œuvre dans nos milieux, à petite échelle, à large échelle. Anaïs, toi, de ton côté, quelle piste d'action là, toi, tu identifierais comme prioritaire, peut-être pour dans les prochaines années à mettre en œuvre là, pour lutter contre la stigmatisation? Actuellement, je trouve qu'au niveau de la société, Mhm. euh, le fait que, alors c'est un vaste sujet, mais la dépénalisation, on va dire, Ouais. euh, pourquoi certaines substances psychoactives sont euh, légales, autorisées, euh, et pourquoi d'autres sont à cacher, honteuses, très mal vues par la société. Et à mon niveau, j'essaye de pousser à faire des formations sur ce qu'est la stigmatisation, parce que c'est vrai qu'en tant que professionnel, on peut être assez pris dans le flux de nos journées, de notre quotidien, et peut-être au bout d'un moment faire moins attention. Et le fait d'avoir des formations où il y a un retour
ça permet de garder en tête les choses acquises. Et Mhm. ne serait-ce la formation de tous les acteurs de l'addiction, la formation ou l'information, ça pourrait permettre un autre accueil, en fait, un autre accueil et un autre suivi des personnes qui viennent dans nos structures. Mhm. J'aime bien qu'est-ce que tu dis entre information et formation. La formation, c'est en lien avec l'éducation, c'est en lien aussi avec l'appropriation de, de différents concepts, compréhension de concepts, mais réalité, etc., mais aussi l'utilisation d'outils, donc un aspect pratico-pratique là, lié à de la formation, tandis que les Exactement, formations, on peut nous faire prendre conscience de, non? tout à fait. Ouais. Oui, tout à fait. Ça permet, ça peut être fait sur différents médias et du Ouais. coup accessible à beaucoup plus de personnes. Une formation, ça va être sur un panel de personnes sélectionnées pendant un temps donné. L'information pourra être diffusée plus grand nombre, peut-être aussi plusieurs fois, histoire de toucher un maximum de personnes. Ouais, puis peut-être, comme tu le mentionnais, d'enlever le stigma lié au fait de, ben, tu sais, parce que les personnes utilisatrices de substances faisant usage de drogue sont criminalisées. C'est de facto, en utilisant des drogues, t'es criminel, là. En tout cas, dans notre C'est pays, au ça, en fait. Canada, c'est comme ça. Puis en France aussi, j'imagine que c'est un peu la même chose. Donc, on devient criminel, on devient des mauvaises personnes. C'est ça. Donc, l'information pourrait nous aider à travailler cet aspect-là, non? Oui, et on part déjà avec la loi en France, la loi de 70, euh, qui, une personne usagère de drogue va être soit euh, un criminel et donc doit être mis en prison, Ouais. soit une personne qui est malade et du coup, il faut absolument qu'elle aille se sevrer. Mhm. Il y a vraiment, et du coup, rien, et du coup, nous, toutes tout ce qu'on fait actuellement dans le milieu de l'addiction part et est encadré par cette loi. Ouais. Donc, de base, c'est très compliqué parce que notre loi de 1970, qui est vraiment en haut de tout ce qu'on nous permet de faire, criminalise ou alors dit que la personne doit absolument être sevrée, se soigner parce qu'elle est malade. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué à mettre en place. Mhm. Donc, encore une fois, on donne pas la chance aux personnes de répondre à leurs propres besoins. On leur dicte un peu un modus operandi, une Tout à marche à fait. suivre, finalement, une marche à suivre. C'est rentrer dans le rang, c'est un peu ça le message. Oui, tout à fait. On te laisse pas être. On choisit pour toi. Voilà. On te laisse pas être indépendant en fait. Là, Mhm. tu seras toujours suivi par quelqu'un, accompagné de quelqu'un, parce que tu es addict à quelque chose, donc tu n'as pas ton jugement. Tu vas devoir forcément être accompagné de quelqu'un. Ouais. Donc, on renchérit sur l'aspect d'addictologie, de dépendance des personnes en les créant dépendants à un système dans lequel Oui, ils n'ont pas de recours. tout à fait. Intéressant. Merci Anaïs. Euh, Merci. Joe, tout à l'heure, toi, tu as mentionné, moi je trouvais ça intéressant là, que tu as mentionné tu sais, l'aspect du stigma, mais aussi tu sais, l'aspect du stigma, puis tu l'as bien évoqué à divers égards, là, notamment l'apparence, mais aussi les mots utilisés, là, comme tu disais, là, la personne là, dans l'hôpital qui avait dit ah, moi, les junkies, pas capables à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Tu sais, tantôt, tu as évoqué, tu as nommé l'éducation, mais au-delà de l'éducation, est-ce que tu as d'autres idées d'actions qu'on devrait mettre en place pour lutter contre la stigmatisation? Pour lutter contre la stigmatisation, moi, je pense que c'est l'information, l'éducation, comme j'ai dit tantôt, puis tu as répété. Sinon,
juste de changer les discours Oui. de nos élus, de nos représentants, de nos Mhm. médecins, de whatever what. Juste un changement de discours pourrait apporter beaucoup de choses, je crois. Tu sais, moi, souvent, là, je vais porter un jugement ou un stigma sur quelqu'un, puis je vais me dire, hey, attends, j'ai-tu marché un mille dans ses souliers? Y a-tu un problème de santé mentale? Tu sais, qu'est-ce que vécu cette personne-là pour être comme ça aujourd'hui? Puis Mhm. souvent, ben, ça m'aide à me ramener et à me dire, ouais, peut-être que je pose un jugement qui est erroné sur la personne. Tu sais, là, un changement de discours dans les médias aussi pourrait aider grandement. Je pense qu'on a beaucoup d'organismes communautaires qui se battent, surtout en toxicomanie puis en réduction des méfaits pour changer les choses. Ça, je pense que ça peut être une piste de solution. Parce que moi, j'ai donné des formations naloxone dans des organismes, dont la ville de Joliette. Et je me suis fait poser une question qui m'a marqué. Mhm. C'est nous autres, on distribue des tests pour l'analyse des drogues. Puis la personne me demandait, ouais, mais le consommateur, il vient-tu vraiment chercher les tests? Il se préoccupe-tu d'aller chercher le matériel? Ouais. Moi, ma réponse a été, je connais pas grand consommateurs qui veulent réellement mourir. Il y en a, mais il y en a pas gros. Ben non. Et souvent, c'est pour feu la souffrance, feu la réalité. Oui, c'est sur un court temps, un court laps de temps, mais souvent, quand on se pose la question pourquoi la personne fait ça, ben, on va sûrement changer notre manière de penser face à la personne, là. Donc, se mettre à la place de l'autre, c'est un message assez, c'est une chose assez simple à faire, d'user d'empathie, se mettre à la place de l'autre, puis avant de porter un jugement sur la personne, de se dire, attends, moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vécu, cette personne-là. Euh, je vais l'écouter puis essayer de comprendre sa réalité. Puis, Ben oui, ben oui. puis tu sais, le discours dominant qui doit être changé d'une certaine manière. Puis tantôt, tu parlais, ben là, tu as parlé de nos élus, nos décideurs, mais aussi, il y avait les médias là, que tu avais mentionné. Oui. Donc, c'est quelque chose. Mais aussi, je voulais ajouter un point. Nous autres, on a une devise au projet Pavo que je trouve quand même assez évoquante et belle. C'est la dépendance n'a pas de visage. Oui, c'est vrai. Souvent, on va penser que c'est des gens itinérants, mais moi, j'ai connu des avocats, des juges qui consommaient, là, puis je peux nommer d'autres corps de métier, là, c'est ça qui m'est venu en tête, mais je connais d'autres corps de métier assez prestigieux ou respectueux, tu sais, qui ont un grand respect, où il y a des consommateurs, puis c'est très caché, là. Un autre bout où ce que j'ai eu un choc, c'est moi j'ai voulu partir un projet avec la communauté Atikamekw Ouais. et j'ai fait affaire avec une personne et la personne m'a répondu que l'injection n'était pas une réalité dans les communautés, surtout on parlait surtout de la communauté de Manawan, mais que c'était pas une réalité. Puis moi, dans ma tête, ça faisait ouais, mais c'est pas écrit dans la face de la personne, je m'injecte. Mais non. Hey, Mais non, et tu écoute, sais peut-être même pas que la personne s'injecte c'est ça. ou consomme, peu importe les substances, hein. Ouais. Non, je comprends. La communauté, les communautés Atikamekw, c'est une communauté autochtone de la région où tu travailles, Joe. Mais je comprends bien là, ton propos là, de dire attention attention avant de juger, de laisser de l'espace de parole pour que les personnes puissent exprimer qui ils sont, puis de pas nécessairement juste mettre l'accent sur l'aspect de consommation de la personne, puis comprendre dans son entièreté de l'intégralité de la personne. C'est un peu ça, Janine, aussi, que tu nous expliquais là, quand tu as vécu des difficultés ou les différents alinéas avec le milieu de soins au Québec, c'est que quand tu étais accueilli dans ces milieux-là, c'est que tu étais accueilli, tu étais peu accueilli. Il faut que tu comprenais que tu n'étais pas accueilli, finalement. C'était le contraire qui se passait, mais rapidement, on t'opposait une étiquette. Là. On disait, bon, Janine, c'est pas Janine. Janine, c'est une junkie. Janine, c'est une
C'est une itinérante, Janine, c'est une ci puis une ça, là, c'est ça que je comprenais. Là, Oui, oui, ben c'est réputé, hein. Les consommateurs, on est tous des voleurs, des menteurs et des manipulateurs. Ouais, c'est ça. On n'est pas humain, puis on n'a pas le droit d'être malade. Ben non, Oui, oui. non, malheureusement. Dans- Ben malheureusement, mais qu'est-ce qui pourrait. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? Si on veut que ça change, Janine, qu'est-ce qu'on fait? Hey, je suis contente, je passe en dernier. J'ai comment. Merci aux autres. J'irais plus dans un monde idéal là, que toutes les personnes concernées qui sont touchées par la consommation, qui connaissent quelqu'un, c'est par eux, c'est par nous que les choses changent. Si, tu sais, on vit tous, on a tous côtoyé des gens, on travaille tous en dépendance, fait qu'on a tous côtoyé des gens qui ont des histoires d'horreur. Donc, en parlant autour de nous, nous-mêmes, on peut changer des choses. Je crois que c'est la manière, ben, en tout cas, moi, comment j'aime le voir. Je me dis, je vais prêcher pour ma paroisse, là. Je suis une vraie personne de l'Université de Sherbrooke, c'est-à-dire que au lieu de prendre des acteurs, ben, ils prennent des personnes comme moi avec vécu, qui vont donner des cours avec les professeurs et on partage nos vies. Donc, j'aimerais ça dans un monde idéal que ça se fasse dans les universités pour médecins, infirmières, infirmiers, pour que déjà à l'école, ils soient conscientisés à qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce que ça nous fait. Tu sais, je dis ça dans un monde idéal, ça s'en vient. Je sais qu'il y a des professeurs qui travaillent dans ce sens-là. J'ai des partenariats ici aussi avec Karine Bertrand. Tu sais, je sais, elle m'en parle, puis elle m'en a touché un mot tantôt. Puis Mhm. c'est par vous que ça va changer, c'est par nous. Tu sais, on dit on change le monde d'une personne à la fois, mais moi, j'y crois en dépendance. Ouais. Donc, vraiment, la mise en commun, le travail de collaboration fait une différence. Tu crois à ça, tu crois que ça va faire une réelle différence sur le Oui, terrain, mais oui, avec la stratégie du petit pas, c'est-à-dire qu'on commence dans notre, tu sais, dans notre cercle, oui, dans notre oui, petit cercle à nous, puis après ça, ben, en se mettant ensemble, ben, là, on élargit le cercle en question. C'est un peu ça l'image, oui, Jeannette? oui. Ouais. Parce que je crois pas que d'arriver de front dans les milieux hospitaliers où je crois pas qu'on va être bien reçu, mais je crois que Ouais. tu sais, Anthony qui est là, qui est médecin, a lui-même, tu sais, il l'a dit, il avait la sensibilité. J'ai mon médecin qui est spécialiste en toxicomanie qui a aussi la sensibilité. Il y en a d'autres personnes comme nous qui sont sensibilisées, qui veulent changer les choses. Ouais. Donc oui, j'y crois. Ouais. D'éviter la confrontation, là, finalement. De Oh que militer, mais oui. pas dans la Oui, confrontation. C'est ça que je oui, comprends aussi. oui, C'est dans un peu, ça rejoint un peu ce que Joe disait, mais aussi Anaïs et Anthony, c'est-à-dire de sensibiliser, d'informer, puis tu sais, d'éduquer. Là. Moi, je pense que c'est un mot-clé qui revient là, depuis le mhm, début, là, d'éduquer. Là. oui, Puis c'est éduquer tout un chacun, là. C'est l'ensemble de la société là, qui doit être. Puis même dans nos milieux, parce que là, tu sais, Joe le disait, là, même dans les milieux sensibilisés, notamment en dépendance, mais il y a du travail à faire là aussi. oui, Ouais. oui. Puis je me souviens d'une hospitalisation en particulier. Ça faisait 2 mois et demi, j'étais à l'hôpital et que j'étais vraiment pas bien traitée. Tu sais, Ouais. en tout cas, c'était une opération sérieuse, neurologique que j'ai eue. Mhm. Puis on tardait encore à me donner mon antidouleur. Tu sais, j'en avais une aux 2 heures, un entre-dose, j'en avais une aux 4 heures. Puis les infirmières tardaient jusqu'à temps que je m'assoie pendant 1 heure et que j'explique à l'infirmière en chef qui j'étais, puis par où j'étais passée. Ben ça a été fini. Là, 2 semaines, je suis restée. J'ai été bien traitée parce que j'ai pris la peine de m'asseoir avec elle. Donc c'est à nous, c'est à nous de changer les choses puis d'avoir la volonté de, mais jamais en confrontation. Ça fonctionne pas de toute Ça façon. ne fonctionne pas. Hein. Non. Non, c'est ça. J'ai la même expérience que toi, la confrontation. Ça n'a pas donné grand-chose à part me faire plus mal puis me stigmatiser davantage. Mm. On n'a pas un bon rapport de force habituellement. Fait que, tu sais, si on préconise, en fait, puis qu'on soit aussi concordant avec les valeurs qu'on veut préconiser, Mm. c'est-à-dire l'amour, l'accueil,
le non-jugement, la justice sociale, fait qu'un peu prêcher pour notre paroisse, mais aussi prêcher par l'exemple, c'est-à-dire de vraiment utiliser les mêmes outils. Merci, Janine. C'est vraiment éclairant tout ça. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup là, à date, là, puis je suis content aussi là, de ces échanges-là parce que ça vient aussi euh, tu sais, renforcer l'idée que un espace de parole comme on a aujourd'hui favorise justement qu'est-ce qu'on vise puis on aspire à faire, c'est-à-dire de changer les mentalités, mais aussi d'éduquer, puis de faire connaître les réalités associées aux personnes utilisatrices de drogue. Fait que des espaces de parole comme celle-là c'est des espaces précieux qu'on doit répliquer de façon exponentielle là, dans nos milieux. Euh, euh, je dis ça parce que, en fait, tu sais, les espaces de parole, c'est vraiment une manière pour nous, les personnes utilisatrices de substances ou personnes avec savoir expérientiel, de pouvoir aussi se redonner une dignité là, quelque part. Là, dire, on est pour être ce que l'on est, finalement, là, tu sais, d'être vraiment dans l'être. Ce qui n'est pas donné à toutes les personnes utilisatrices de drogue dans d'autres milieux. Donc, merci au milieu de la dépendance là, d'offrir ces espaces de parole-là, mais je pense qu'il va falloir multiplier ces espaces de parole-là aussi à d'autres secteurs d'activité, comme le disait Joe aussi tout à l'heure, là, il l'avait évoqué. En vous remerciant encore une fois, et c'est comme le dire avec une parole de Janine Sage, c'est par petits pas qu'on va y arriver, mais faisons ensemble ce petit pas. Voilà. Donc, merci beaucoup et à une prochaine, à très bientôt.